Bonjour à tous, on est content de tous se retrouver pour la dernière séance du séminaire avant la reprise. On est très content d'accueillir Georges Blé aujourd'hui, donc psychiatre, ancien chef de pôle, voilà, qui s'est occupé et intéressé des personnes âgées et qui nous parle aujourd'hui des personnes âgées psychotiques. Voilà. C'est ça, des psychotiques qui vieillissent. Tout le titre de destin des psychotiques âgés. Le destin des psychotiques âgés. Et ça nous parle parce que c'est au cœur de nos pratiques au quotidien. Voilà, donc on est content de vous écouter aujourd'hui. Merci d'être là. Merci. Et il y avait toutes les références qui étaient, que tu as mis, Vincent, des livres. Voilà. Et on en mettra encore plus sur la chaîne YouTube, puisqu'on mettra la vidéo de l'intervention du Dr Jolet sur la chaîne YouTube du séminaire. Et il y aura en lien les références aussi de plusieurs articles auxquels il sera fait référence. Donc, vous aurez tout. Merci. Merci. Et bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je remercie les docteurs Malvoisin-Potard, Vincent Lapierre, psychologue et directeur du Centre de prévention du suicide qui nous accueille, de m'avoir convié à réaliser cette conférence de clôture des rencontres autour de la psychiatrie du sujet âgé, de la clinique à la pratique, pour évoquer effectivement le devenir des psychotiques âgés. Mon exposé est consacré au sort fait aux malades mentaux devenus âgés, qui est négligé, en particulier par les pouvoirs publics, et risque de l'être également par des équipes de secteur sous-dotées, débordées du fait de l'extension de leur mission depuis le passage de la psychiatrie à la santé mentale. La condition de ces patients est rarement prise en compte. Il s'agit d'une minorité qui ne s'exprime pas, n'est pas sujette à la médiatisation. Ils font partie d'un monde socialement invisible. Les choses semblent cependant bouger. En témoignent les deux articles publiés récemment par Lucie Boger sur ce thème, avec ma contribution dans le journal Libération des 19 février et 17 avril dernier, sous le titre « Des psychotiques en EHPAD » et l'existence de projets en cours soutenus à l'échelon local par des établissements, des départements et des régions. Ces améliorations concernent les institutions psychiatriques elles-mêmes, avec la création d'unités intersectorielles spécialisées, de foyers thérapeutiques, regroupant dans un projet actif de réhabilitation et de réinsertion ces patients, l'existence d'équipes mobiles dédiées aux EHPAD, dont les dernières assises de la psychiatrie et de la santé mentale ont préconisé l'extension, ainsi que le renforcement des moyens de ces structures médico-sociales d'hébergement. Les équipes de maisons de retraite, conscientes des difficultés liées à la cohabitation de patients psychotiques avec des patients plus âgés qui ont en moyenne en EHPAD 85 ans et qui présentent des troubles neurodégénératifs, principalement la maladie d'Alzheimer, admettent ces patients au sein d'unités pour handicapés psychiques vieillissants, ce qu'on appelle les UPHV, unités. Un premier EHPAD consacré entièrement à cette population a été inauguré début octobre 2021 au sein de l'établissement psychiatrique Sainte-Marie, au Puy-en-Velay. La capacité d'accueil à terme sera de 60 places, complétée par 6 places d'hébergement à titre provisoire et 3 places d'hôpital de jour. Un tiers des places est actuellement occupé, ça monte en charge progressivement. C'est une structure innovante qui avait été pensée lors des réunions de l'évolution psychiatrique de 1965, à l'origine du livre blanc de la psychiatrie. Dans le tome 3, Michel Audizio écrivait « Dans le désir d'en finir avec la confusion des lieux de soins et d'assistance, le programme prévoit l'édification de véritables hospices spécialisés. » Un peu plus loin, il écrira « maisons de retraite spécialisées » qui n'auront d'ailleurs pas l'obligation d'être implantés sur l'assiette des établissements psychiatriques actuels. Cette affirmation contredisait les termes de la circulaire du 24 mars 1956, donc antérieure à la création des secteurs, qui énonçait
je cite, « Malgré l'encombrement des hôpitaux psychiatriques, il n'est pas question de créer des hospices psychiatriques. » Le débat, qui est à la fois d'ordre éthique et politique, reste donc ouvert. L'enjeu est celui de la chronicisation de certaines formes résistantes, récidivantes de la maladie mentale, de la désinsertion sociale qu'elles induisent et de l'encombrement des services de psychiatrie. Le terme encombrement ou sédimentation ont été employés à la fois par l'administration hospitalière, mais aussi par les psychiatres eux-mêmes pour désigner le maintien de patients en hospitalisation prolongée avec, je cite, superposition de lieux de vie et de soins, et au risque de leur désinvestissement à la fois par les équipes soignantes après avoir été souvent désinvestis, laissés en compte par les familles. Pour marquer les esprits et entrer dans le vif du sujet, 2 chiffres et leurs commentaires. Le premier chiffre est celui de l'espérance de vie des sujets psychotiques. Ouais, mais je pense qu'on leur en reparler exactement. Il est fourni par la Sécurité sociale, ce sont les données Amélie 2019. La donnée est établie à partir de la rubrique peu précise « troubles psychotiques », dont seuls les 3/4 sont représentés par une affection de longue durée, psychose chronique. Le chiffre qui est dans le livre 2014-2016 était de 67 ans, mais était établi à partir de la seule rubrique psychose chronique, plus précise. La moyenne de leur espérance de vie actuelle est de 60 ans, hommes-femmes confondus. Ce chiffre est stable en comparaison de celui des autres handicapés qui progressent, dont la longévité s'accroît. Ce nombre représente une perte de chance de 9 ans pour les hommes, 78 ans, et de 16 ans pour les femmes, 85 ans d'espérance de vie actuelle. Il correspond à celui de la moyenne en population générale des années 50. Ce gradient est considérable et traduit à lui seul une réalité clinique et sociale défavorable et témoigne aussi de l'indifférence qui l'accompagne. Il y a avec ce chiffre un réel incontournable en lien avec la discrimination, le terme plus récent c'est essentialisation, dont sont l'objet ces patients. Quant aux violences subies, à la domination de classe, elle est réelle. L'inégalité sociale est ici indéniable. Ce seul élément est un appel à un devoir d'humanité, à un changement de regard et d'accompagnement. Dans les causes de ces décès précoces interviennent la psychose elle-même et ses manifestations de destructivité, la désintrication pulsionnelle, l'altération de la perception de la réalité et des limites qu'elle comporte impose. Le suicide, on est dans le lieu là, effectivement, de prévention du suicide, qui est de l'ordre de 15% vie durant et qui est indicateur d'une souffrance liée autant à la maladie, avec les manifestations délirantes, avec les troubles dysthymiques, qu'aux différentes formes de ségrégation et de renoncement imposés. Les traumatismes affectifs et physiques répétés, je renverrai à mon article là, sur traumatisme et psychose. C'est vrai qu'on parle de traumatisme dans différentes situations et qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sur l'association traumatisme et psychose. La prise inconsidérée de risques, les traitements psychotropes non réévalués, dont certains au long cours sont délétères car neurotoxiques, anticholinergiques, benzodiazépines, lithium, etc. La négligence quant à leur santé, dont un des indicateurs est l'absence de médecins traitants dans 2 cas sur 3 au domicile, d'où hypertension, diabète, dyslipidémie non diagnostiquée et traitée, augmentant le risque cardiovasculaire. Un rapport paradoxal à la plainte, au corps et à la demande de soins. Un patient perçu, considéré comme hypocondriaque, peut négliger une situation urgente, telle un infarctus du myocarde, par défaut dans la perception somatopsychique et méconnaissance des enjeux concernant sa santé. Le recours aux conduites d'alcoolisation, aux toxiques, différents toxiques, au tabac, au café.
La mauvaise hygiène de vie avec sédentarité qui, conjuguée à une alimentation non équilibrée, au syndrome dysmétabolique, est un facteur de surmorbidité. Le second chiffre témoigne du manque d'intérêt des professionnels pour cette cause. La littérature sur le sujet est rare. Moins de 1% des écrits sur la schizophrénie est consacré aux formes parvenues à l'âge adulte, à l'âge tardif, je veux dire. Les études sont centrées sur la morbimortalité à partir d'un constat médical et surtout sur l'existence d'un processus de déclin cognitif dont l'origine est interrogée sous l'angle de la confirmation d'un processus neurodéveloppemental ou neurodégénératif d'origine génétique, soit une évolution vers une démence tardive, rejoignant le concept ancien de démence vésanique, forme de déficit terminal, la Verblödung, soit l'abêtissement, décrit par Émile Kraepelin, des maladies mentales. Toutes les maladies mentales évoluaient vers ce tableau de dégénérescence et d'abêtissement. La schizophrénie, dans ses travaux, est toujours mise en avant, alors qu'elle ne résulte pas la variété des suivis ambulatoires et en institution des psychotiques âgés. S'il existe un déficit, c'est vrai, il est fonctionnel, existentiel, et son origine est pour le moins multifactorielle, liée à la maladie. Alors, point d'interrogation, je reprends les propos là, de Samuel Kohler, endophénotype cognitif à caractère familial, infraclinique, neuroprogression liée à des altérations neurologiques favorisées par la répétition d'épisodes aigus, timiques ou délirants, qu'a développé dans son intervention le docteur Samuel Kohler. Au traumatisme répété, donc ça, effectivement, aux hospitalisations prolongées et à l'effet iatrogène des psychotropes pris au long cours. Les psychotiques âgés sont l'objet d'une double discrimination, par l'âge et par la représentation négative de la maladie mentale. Louis Bonafé rappelait que l'on juge une société à la manière dont elle considère et traite les plus faibles de ses membres. La déconstruction de la psychiatrie publique, de secteur, la déshospitalisation, ce n'est pas la désinstitutionnalisation, c'est la déshospitalisation, mettent les psychotiques à la rue. Un tiers des sans-domicile sont des psychotiques décompensés. En prison, un quart sont des sujets délirants, hallucinés, pris en charge par les services médico-psychologiques régionaux, les SMPR, ou en maison de retraite dès 60 ans, dans des structures pas ouvertes, enfin je veux dire que ce n'est pas du tout ouvert sur l'extérieur, qui risquent d'être contaminées par le virus asilaire. Et cet envoi se fait par défaut, faute de mieux. Le premier commentaire est dû à un universitaire qui nous est familier, puisqu'il s'agit de Pierre de Lyon. C'est un texte qui a été publié en 2009 dans les suites du discours du président Sarkozy à Antony, après un fait de meurtre d'un patient auprès d'un étudiant. Je cite, « Si quelques-uns des malades mentaux peuvent être dangereux, notamment lorsque leur prise en charge est interrompue sans raison valable, il ne faut pas oublier qu'ils sont surtout victimes de la violence de leurs concitoyens et que si une république digne de ce nom devait faire un discours à l'occasion des violences commises par l'un d'entre eux, il devrait en profiter pour surtout parler du sort peu enviable qu'il aurait réservé en général dans notre société. » Fin de citation. Le deuxième commentaire est apporté par Victor Castanet, qui dans son livre « Les Fossoyeurs », publié récemment, centré sur les dérives politico-financières du groupe Orpea, consacre un chapitre à l'accueil des patients psychiatriques âgés en EHPAD. Le titre en est « Des fous en EHPAD ». Le discours de l'auteur est sans nuance. Ce profil de résident n'a pas sa place dans de tels établissements du fait de leur agressivité et du risque de passage à l'acte violent. S'ils y sont admis, c'est pour assurer le remplissage de la structure au risque de déstabiliser équipe et résidents. Il porte un jugement de valeur très défavorable à l'accueil de ces personnes. Je cite, «
ni Alexandra Girelli à Brest, ni Carmen Menjivar à Bordeaux, ce sont deux directrices Orpea, se sont abaissées à de telles pratiques, écrit-il. Alors ça ouvre un petit peu la discussion, ce jugement très tranché. Est-ce qu'il n'y a pas une place possible pour les sujets psychotiques en EHPAD? Ça, on peut en parler, je veux dire. Voilà brossé la toile de fond politique au sens de la politique tout court et de la politique de santé de mon exposé. Donc on retiendra la notion d'une violence sociale, institutionnelle, une espérance de vie réduite et une hypothèque sur la qualité de vie de ces personnes. Dans mon livre, je suis arrivé à un moment à cette notion finalement de qualité de vie. Ce n'est pas seulement est-ce que les patients sont adaptés, quelle qualité de vie ont les patients psychotiques, les résidents psychotiques en EHPAD, et ça c'est une vraie interrogation, même si apparemment il n'y a pas de vague, enfin, il n'y a pas de gros troubles du comportement, mais est-ce que c'est un lieu pour eux qui est le meilleur lieu pour vivre? Quel est le devenir de ces sujets qui peuvent n'avoir de place reconnue ni au domicile, ni à l'hôpital, ni en EHPAD, et souffrent d'être marginalisés et mis à l'écart? Pourquoi le choix du terme destin plutôt que celui de devenir? Le mot destin ne fait pas partie du lexique psychiatrique. Il s'agit de l'ensemble d'éléments déterminés et contingents qui composent la vie d'un individu. Ce terme introduit des notions connexes liées au sentiment d'existence, à la condition humaine, à la capacité de tenir une place choisie dans le monde environnant ou d'en être complètement dépendant. Ce terme qui inscrit le futur et ses potentialités relève plus d'un regard philosophique, phénoménologique que psychopathologique. La dimension en est plus globale. Une clinique existentielle introduit au concept de liberté, de non-choix et indirectement à celui d'aliénation. L'aliénation à l'autre, à l'institution, conduit au processus de dépendance et amène à poser la question de la chronicisation des affections mentales comme une question cruciale. Georges Lantéry-Lerat disait une question cardinale en psychiatrie, en particulier du fait du poids financier des maladies mentales, des maladies au long cours et des hospitalisations prolongées, qui sont décrites par nos instances dirigeantes et les économistes de la santé en termes de fardeau. On comprend pourquoi l'accent est mis sur les actions de santé mentale, la prévention des risques psychosociaux, du suicide, les différentes formes de violence intrafamiliale, l'intérêt pour les psychoses émergentes, les addictions qui concernent des sujets qui peuvent se réinsérer dans un circuit professionnel et social. Le rétablissement et l'autonomie, tant valorisés, l'empowerment, contribuent à inscrire ces sujets dans une trajectoire d'utilité sociale, de rentabilité. Mais qui se soucie des conditions de vie faites aux psychotiques chroniques, hormis les familles et les équipes directement concernées? Prendre comme objet d'étude les psychotiques âgés, aller à leur rencontre, relève d'une démarche clinique rigoureuse, reprenant l'anamnèse, et qui est souvent difficile à établir, à reconstituer, ou plus centrée sur l'étude d'un groupe de patients qu'on désigne en épidémiologie sous le nom de cohorte. Allô? Le terme désigne d'abord, le terme cohorte, une unité de l'armée romaine. Et puis en épidémiologie, c'est un groupe porteur d'une même maladie. Elle peut résulter d'une démarche observationnelle plus identifiée de nature anthropologique. Cette réflexion conduit à interroger la pertinence, à individualiser les psychotiques âgés sous la forme d'un groupe ayant des caractéristiques propres, à isoler des traits qui les rassemblent et les différencient. Les psychotiques âgés ont-ils une identité collective? Sont-ils l'objet d'une représentation unique au sein d'une communauté non choisie, définie par un lieu ou un lien d'appartenance, une identité sociale? Sont-ils le seul produit d'une construction médicale relevant d'une assignation identitaire ou en négatif, par défaut, les incurables, sans utilité sociale, légitimant leur exclusion du domaine sanitaire, sujet d'une grande actualité? Au nom du risque d'une suraliénation hospitalière, l'hospitalisme, qu'on a appelé aussi la démence asilaire, ne risque-t-on pas d'effacer la dimension d'accueil, d'hospitaliser et d'humanité dans les soins?
Quels sont les enjeux de cette délimitation tant au plan humain qu'institutionnel? Catégorie clinique. Depuis l'individuation de notre discipline, l'aliénisme vers 1800, puis la psychiatrie vers 1900, la dénomination du sujet à la folie ont varié. À l'aliéné consacré par la loi du 30 juin 1838, qui a présidé à la création des asiles départementaux, a fait suite le malade mental, puis le sujet psychotique et le sujet handicapé psychique, terme issu de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Au-delà des effets de nomination qui toutes visent à lutter contre les représentations péjoratives, c'est la conception même de la maladie qui est en cause et qui évolue. La terminologie, état, constitution, structure ou handicap dessine une permanence, un statut de l'être. Cette conception s'oppose à la désignation récente de la nomenclature troubles psychotiques par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM. Être psychotique ou avoir des troubles psychotiques ne s'équivaut pas. Les équipes soignantes et les familles concernées témoignent du nécessaire accompagnement du patient dans le long terme. La chronicité implique l'idée de durée, même si les manifestations sont variables, inconstantes, avec des rémissions durables, des rétablissements et des guérisons dont témoignent des suivis au long cours. En particulier, les Américains, ils se rendent compte, au bout d'un certain nombre d'années, les patients, mais si on maintient effectivement des traitements au long cours, on s'en aperçoit même pas. Enfin, je veux dire c'est-à-dire guérison sans traitement. Enfin, je veux dire mais pour ça, il faut faire le pari d'une désescalade thérapeutique. Cette incursion dans l'histoire des manifestations de la psychose amène à rappeler ce constat. Les psychotiques âgés sont d'abord de vieux psychotiques, ceux dès leurs 50 ans, ou même des psychiatriques comme ils sont surnommés dans les EHPAD. Ce trait les distingue de patients présentant une décompensation tardive de leur psychose ou de troubles psychotiques en relation avec une pathologie somatique ou neurocognitive majeure, puisqu'on ne doit plus parler démence avec la HAS de neurocognitive majeure, dominée par la maladie d'Alzheimer ou apparentée, et qui présente un résident sur 3 en EHPAD, identifié, parce qu'il y a beaucoup plus de troubles cognitifs que ça. Leur identité se définit d'abord en termes négatifs. Ce sont des ni-ni. En psychiatrie, du fait de leur âge, ils pourraient être pris en charge dans l'unité de psychiatrie du sujet âgé, mais en raison de leur pathologie chronique, peu mobilisable, d'une ancienneté de suivi en psychiatrie générale, ils ne sont pas les bienvenus, ce au nom d'un critère de pathologie. Hospitalisés de longue date en psychiatrie, ils sont considérés comme des inadéquats, mais le sont également dans des EHPAD traditionnels, de surcroît moins équipés et surtout moins formés pour les accueillir. Il est confié à ces structures la mission de s'occuper de personnes sorties d'institutions spécialisées, non pas du fait d'une amélioration durable ou d'une rémission, mais surtout parce qu'ils ont épuisé les capacités de soins et les projets de réinsertion sociale. Au sein des EHPAD, les psychotiques se mettent à part des autres résidents avec qui ils ont peu à partager, ni l'âge, ni les mêmes trajectoires de soins et de vie. Ce sont des personnes qui somment à la fois l'âge, le handicap, la perte d'autonomie, la dépendance tant affective, institutionnelle et que physique, et renvoient donc à une forme d'échec de soins. On doit considérer que c'est un échec de soins, la psychose au long cours. Que recouvre au plan nosographique l'appellation psychotique âgée? S'agit-il principalement de sujets schizophrènes âgés? Doit-on y agréger les anciennes psychoses maniaco-dépressives, soit les troubles unis ou bipolaires, qui ont fait l'objet d'une précédente conférence intitulée « Les troubles bipolaires vieillissants ». Il y a aussi les psychoses délirantes chroniques, les psychoses infantiles vieillissantes. Cet ensemble correspond à une conception unitaire de la psychose qui noue ces différentes entités. Dans un souci de cohérence, avoir un langage commun, j'ai proposé de circonscrire le champ d'exposé au contenu médico-administratif de l'ALD 23, placé sous la rubrique « Affection psychiatrique de longue durée ». La question de l'âge. Doit-on calquer la limite d'âge sur la frontière entre la psychiatrie générale et la psychiatrie du sujet âgé à 65 ans?
sur l'âge de la retraite, 60-62 ans, ou un âge qui serait pondéré par la longévité, soit 55 ans, comme le font certaines études américaines, qui tiennent compte de ce qu'on appelle l'effet de survivance. Ces personnes ont un vieillissement précoce, dit aussi spécifique, ils sont sans âge, et dans nos institutions, hôpital, EHPAD, paraissent 10 à 15 ans de plus que leur âge, du fait de leur ralentissement, de visages ridés, de leur fréquente édentation. La catégorie du temps n'a guère de sens pour eux, indéfinie, elle s'inscrit dans un continuum non scandé par des événements à caractère familial ou professionnel. Je propose de retenir l'âge de 60 ans correspondant à la rupture de l'entrée en EHPAD, marqueur de leur avancée en âge. Quelle est leur réalité sociale? La catégorie des psychotiques âgés peut être ici cernée par deux critères, le statut de malade mental et l'âge. Il s'agit d'une identité prescrite par une désignation médicale, médico-administrative, le statut de handicapé et la classe d'âge. Cette assignation se situe à l'articulation du psychiatrique et du sociologique. Parler des psychotiques âgés comme d'une catégorie prend le risque de gommer les traits singuliers de la trajectoire de vie, de négliger les coordonnées personnelles. C'est le travers de toutes les analyses, les études de groupe, comme les méta-analyses, qui par essence sont réductrices. A contrario, s'en tenir à une identité personnelle au cas par cas a comme conséquence de ne pas prendre en considération le devenir de ces sujets en tant que minorité qui en partage le regard des autres, les préjugés, la mauvaise presse et un risque de délaissement, c'est-à-dire d'abandon thérapeutique par les équipes de secteur et l'absence de programmes ciblés des politiques publiques. Pour le psychanalyste, le recours à la catégorie n'est pas quelque chose de pertinent. C'est une donnée plus sociologique que clinique qui va à l'encontre du repérage de la singularité du cas. Comparer, isoler ou faire valoir le lien d'appartenance à un groupe contribue à effacer les différences, l'originalité de chaque sujet, son altérité. Ce que prend en compte le psychanalyste, c'est le rapport d'un sujet à la parole, c'est-à-dire son dire, à son corps, à son mode de pensée, ses objets et son mode de jouir. L'entité, les psychotiques âgés, n'est pas un groupe réellement constitué qui aurait une cohésion, la dimension d'un collectif. Mais la fragmentation des trajectoires de vie nuit à une réflexion politique au sens d'une politique de santé qui soit consacrée à leurs conditions. La notion de groupe peut paraître artificielle du fait des difficultés relationnelles reconnues chez ces patients malades du lien aux autres, de la sociabilité. Cette catégorie, certes, est virtuelle, car non portée par une histoire de vie qui leur serait commune ou un passé traumatique qu'ils auraient en partage, des valeurs qui fondent l'appartenance. J'évoque ici les éléments qui cimentent certaines communautés, tels que le passé colonialiste, ou l'esclavage, les différents mauvais traitements subis qui alimentent une position victimaire. Le rappel des victimes de la famine ou du programme d'extermination est porté par d'autres. Une stèle a été apposée à l'hôpital Clermont-de-Loise. Le président François Hollande a fait sceller une plaque sur l'esplanade du Trocadéro à la mémoire des malades mentaux décédés durant la guerre, soit environ 40 000, dont une majorité de vieillards psychotiques, chroniques et déficients. Cette réserve est pondérée par l'existence du sentiment d'être entre soi, par exemple, qui fait que dans les EHPAD traditionnels, ces patients se regroupent, sont nostalgiques d'une forme d'habitat collectif qu'ils ont précédemment occupé, vécu, comme leur ancien service, un appartement thérapeutique ou un habitat familial. Ils partagent le sentiment d'être exilés pas à leur place. Dans le passage en revue des rapports destinés au ministre de la Santé ou des rapports d'information réalisés par des parlementaires sur la santé mentale et la psychiatrie, la catégorie des psychotiques âgés ne fait l'objet ni d'un chapitre ou même d'un sous-chapitre au titre des populations spécifiques, enfants, détenus ou dites vulnérables, ou même des populations oubliées, ce qui leur est préjudiciable. D'où l'intérêt qu'il y aurait à promouvoir une étude sur le sujet.
Nous n'ignorons pas que cette focalisation sur une population cible et la reconnaissance de besoins spécifiques s'inscrit à contre-courant de la démarche prônée par l'Europe, le gouvernement, tendue vers une société inclusive, participative. Pour rappel, l'inclusion signifie que toutes les personnes, quelle que soit leur capacité, ont la possibilité de participer pleinement à la vie en société. Elles doivent de plein droit faire partie de la société et non être à l'écart. Chacun est différent et il s'agit de concevoir une égalité non hiérarchisée. Les différences de capacité entre tous les individus en situation de handicap ou non sont cependant reconnues et valorisées. Dans cette logique, tout regroupement identitaire, toute catégorisation conduit à la stigmatisation. Les deux démarches, isoler ou revendiquer sa différence, et l'idéal inclusif s'avèrent inconciliables et amènent un défi d'équilibriste. Cette politique d'abrasement des différences comporte le risque d'une exigence de normalisation et une dépathologisation de la maladie mentale. Peut-on espérer que la reconnaissance académique depuis 2017 de la surdiscipline, la psychiatrie du sujet âgé, change la perspective et contribue à assigner aux psychotiques âgés une place à part entière et mobilise l'intérêt des équipes qui les accompagnent? Je vais aborder maintenant des données épidémiologiques. Il existe de nombreuses sources de recueil de données épidémiologiques concernant la santé, dont mentale, les personnes âgées. Différents auteurs, l'UNAFAM, des sociologues, font le constat du manque de données sur certaines populations socialement marginalisées. Les études disponibles ne sont pas valorisées. En pratique, il manque une estimation fiable du manque de handicapés psychiques âgés et de leur répartition selon leur lieu de résidence. Paul Blanc, Patrick Goet, dans leur rapport, ont recensé les handicapés âgés sans pouvoir apporter de données quantitatives, ni dans l'estimation globale, ni dans celle de pourcentage selon la nature du handicap. En particulier, ils ont complètement gommé la dimension de handicapé psychique. En 2015, je n'ai pas trouvé de données plus récentes, j'ai regardé récemment, sont dénombrés à partir de la LD 23 près de 155 000 psychotiques de plus de 55 ans, dont 2/3 de femmes. Si l'on prend comme limite 60 ans, le chiffre estimé est de 115 000. La courbe homme-femme s'infléchit à partir de 55 ans, avec une parité à partir de 60 ans. Une majorité de ces personnes sont célibataires ou divorcées. Le facteur multiplicatif est de l'ordre de 2. Alors, je vais proposer une évaluation de la répartition des patients selon leur lieu de vie. Selon mes propres estimations, environ 35 000 psychotiques âgés résident en institutions type EHPAD qui regroupe EHPAD, foyer logement, on dit maintenant résidence autonomie, et long séjour hospitalier. Moins de 2000 séjours dans les structures psychiatriques où, du fait de leur âge, ils représentent 10% des hospitalisations de longue durée. À partir de 60 ans, environ un patient sur 3 est institutionnalisé, ça veut dire hôpital, long séjour, EHPAD, etc. Quant aux données de suivi en ambulatoire, en particulier les données ATI, elles ne permettent pas de croiser âge et pathologie psychotique. Combien de psychotiques âgés fréquentent le dispositif psychiatrique relève d'un suivi uniquement ambulatoire, en centre médico-psychologique, en hôpital de jour, en intervention infirmière à domicile ou couplé à une formule effectivement d'hôpital à temps partiel. Combien sont hébergés dans les structures telles les appartements associatifs ou thérapeutiques, dont certains sont pour les personnes âgées? Manque également des données utiles sur la répartition entre ceux qui vivent dans un logement personnel ou ceux qui vivent dans un logement familial, qui tous deux mobilisent l'intervention de proches aidants, souvent très sollicités. Ceux-ci, conjoints, parents eux-mêmes âgés, frères et sœurs, alertent quant à la diminution du recours à des hospitalisations, soit dans des moments de crise, soit pour un séjour de répit. La différence dans la prise en compte des familles de patients Alzheimer et celle des psychotiques
et des moyens mis à leur disposition est flagrante. Avec le plan Alzheimer, vous savez qu'il y a eu beaucoup de moyens pour les familles et les sujets au répit, en fait, 36 formules. Le déficit de données épidémiologiques est le marqueur de l'absence de volonté politique pour circonscrire la problématique du vieillissement dans cette population qui reste de ce fait un phénomène marginal. État des lieux, des liens des psychotiques âgés de leur suivi. Comment rendre compte de façon résumée de la richesse du travail effectué auprès de ces patients par des équipes de secteur, en particulier les infirmiers. Ceux-ci, dès la création des secteurs entre 1960 et 1970, ont eu dans leur mission d'effectuer des interventions à domicile, ce qu'on appelait les VAD, maintenant on parle d'intervention à domicile, de la liaison au sein des maisons de retraite, si sur leur territoire, des mots géographiques. C'était vraiment recommandé, l'intervention, la formation auprès des médecins des établissements. La dispersion des patients, l'éventail des pathologies dissociatives ou non dissociatives, le degré de leur stabilisation et leur engagement dans les mesures proposées d'accompagnement et de soins complexifient l'analyse des besoins et le type de réponse donnée. Il serait arbitraire d'opposer deux situations au domicile et en institution, bien que les patients partagent un destin collectif commun peu favorable. L'externement de patients, favorisé par le virage ambulatoire, peut être perçu comme l'accès à une plus grande liberté, une autonomie plus grande, mais au prix de contraintes. L'isolement, l'inactivité, le repli, une insécurité et la répétition de traumatismes affectifs. Des situations relèvent de l'abandon d'équipes et des familles avec, je cite, une chronicité épouvantable, une aliénation à domicile. C'est un propos de Thierry Trévine. Certains patients bénéficiant d'un suivi régulier sont confrontés, du fait de leur avancée en âge, à la baisse de leur autonomie psychique et physique. Cette vulnérabilité compromet le maintien à domicile malgré le recours à des aides. Le risque est accru en cas de troubles des conduites vis-à-vis de la famille et de l'entourage, troubles du comportement. Le mandataire judiciaire, la famille, souvent elle-même âgée, sollicite à ce moment-là l'institutionnalisation. L'admission du domicile vers l'EHPAD est perçue comme un pis-aller difficile à négocier, douloureux. Les enjeux sont affectifs et financiers. Manque un maillon, l'appartement ou la résidence accompagnée, regroupant quelques patients, profil de structure intermédiaire sollicités par l'UNAFAM. Certains patients en rupture de traitement, sortis du circuit psychiatrique, mènent une existence chaotique chez eux ou dans leur famille, s'alcoolisent, négligent leur santé, les soins du corps et la gestion de leurs ressources. Ils réfutent les soins et les aident aux grandes dames de leurs proches en souffrance, qui sont parfois objets de leur violence. Les proches aidants démunis sollicitent l'intervention du secteur. Ailleurs, les patients sont isolés, en rupture de soins depuis longtemps et mènent dans des quartiers périphériques des villes, en partage avec des sujets en précarité sociale, des existences marginales, où ils sont relativement bien tolérés, parfois au prix d'être exploités, rackettés, du fait de leurs ressources régulières, la hache. Des relations de voisinage se tissent, des solidarités y existent, jusqu'au moment où le discours, ou les troubles du comportement, ou un changement dans l'environnement de ces personnes soit perçu comme une urgence sociale ou psychiatrique. Ce sont les travailleurs sociaux qui sollicitent directement l'équipe de secteur du CMP ou une équipe mobile précarité-exclusion ou de psychiatrie du sujet âgé, ou interpellent les services spécialisés par l'intermédiaire d'une plateforme de l'habitat ou d'un conseil local de santé mentale. J'ai eu l'occasion de faire des formations auprès de travailleurs familiaux qui témoignent de ça. Le signalement est motivé par l'extériorisation d'une activité délirante ou hallucinatoire ou une incurie au domicile avec diogénisation. La première évaluation est effectuée par des infirmiers psy qui interviennent conjointement avec le travailleur social, ce qui permet l'accès à un suivi régulier ou l'organisation conjointe, concertée d'une hospitalisation.
dans le meilleur des cas. Mais vous savez qu'il y a des secteurs qui sont ouverts et qui travaillent avec les partenaires, et puis d'autres, il y a une politique frileuse selon où habite le patient, et qui disent, nous, ah ben non, il ne fait pas partie de notre file active. Est-ce qu'il a une demande de soins? Non, il n'y a pas de demande. Ben non, on n'intervient pas. Hein. C'est ce que disent les travailleurs sociaux. Les patients résidant dans des structures sanitaires ou médico-sociales et pour qui l'avancée en âge remet en cause leur place. Il s'agit de séjours en appartement ou placement familial thérapeutique, en foyer d'accueil médicalisé, femmes, maison d'accueil spécialisée masse ou foyer d'hébergement accolé à un établissement d'aide par le travail, les ESAT. Les foyers, et lorsque le sujet est retraité, qu'est-ce qu'il devient? Il perd sa place en hébergement. Et quelle est la seule possibilité? C'est souvent, on passe de l'ESAT à la maison de retraite. Soit pour des motifs de limite administrative d'âge ou sous pression d'admission de plus jeunes patients, plus autonomes. Les psychotiques âgés ne sont plus maintenus dans ces structures et, faute de place dans des logements accompagnés, sont orientés vers un EHPAD où ils se sentent isolés et relégués. Les patients longuement hospitalisés en psychiatrie, des années, voire des dizaines d'années, ils sont désormais une minorité, 1 à 2% des schizophrènes, sont maintenus en continu après plusieurs tentatives de réinsertion sociale pour vivre seuls ou en structure collective type EHPAD, MAS, femmes. Ce sont des psychotiques qui cumulent souvent plusieurs handicaps mentaux et psychiques, des comorbidités physiques, des conduites antisociales, des antécédents médico-légaux, des addictions, des troubles graves du comportement ou sont résistants aux approches thérapeutiques. 25% des hallucinations ne sont pas sensibles aux médicaments. Ce sont pour une majorité des patients qui ont manifesté d'emblée une vive opposition aux soins proposés. C'est finalement ces patients rebelles à tout soin qui sont hospitalisés de longue durée. Réfractaires aux différentes solutions alternatives à l'hospitalisation ou les ayant mis en échec, ils sont considérés comme, entre guillemets, incurables ou insortables, et à l'approche de leurs 60 ans, éventuellement même avant, sous dérogation d'âge, confiés à des structures d'hébergement avec soins et non plus de soins avec hébergement. On pourrait penser que les équipes de secteur assurent ou s'engagent à assurer la continuité du suivi. Selon nos données, le suivi est réalisé à distance du changement de lieu dans seulement 1 cas sur 2. Ces patients considérés comme inadéquats, indésirables, n'ont plus leur place en milieu hospitalier, dont ils sont devenus dépendants, au prix pour certains d'un déficit d'humanité et d'hospitalisation. Quelle logique, si ce n'est comptable, pousse nos hôpitaux à se décharger sur des structures non adaptées des patients les plus difficiles ou les moins attirants, à mettre à distance ses propres impasses thérapeutiques? Est-ce le sujet psychotique ou l'institution qui serait devenue inadéquate à son objet, à son projet? Cette situation n'est pas nouvelle, elle date de la création des premières institutions psychiatriques, les asiles de 1838 et du processus de chronicisation. Au bout de 2 ans d'hospitalisation continue, les patients considérés alors comme incurables étaient orientés sur les hospices et à Paris, sur les établissements de province, en particulier en Bretagne, les bons secours, de moindre coût, et sur les colonies agricoles. 3 autres vagues de transferts se sont succédées. Lors de la mise en place de la politique de secteur, puis dans les années 80-90 à la faveur du mouvement de désinstitutionnalisation porté par l'idéologie antipsychiatrique et facilité par la création de structures intermédiaires insuffisantes en nombre, et quelques retours à domicile de patients auprès de leurs parents. Et à partir de 2000, avec la transformation de l'hôpital public en hôpital entreprise, mutation confortée par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de juillet 2009, qui tente à réduire la fonction de l'hôpital à un court séjour, puis qui a introduit la notion de T2A, tarification à l'activité. Le virage de la fonction de l'hospitalisation en psychiatrie pose question. La doctrine sectorielle préconisait de ne pas faire de ségrégation entre curable et incurable, entre aigu et chronique, comme en médecine. Vous savez que la médecine, court séjour, moyen et long séjour. Pour lui, Bonafé, l'appareil de soins qui convient aux aigus est le même que celui qui convient aux chroniques. Ce qui n'a pas empêché, réalisme oblige, les responsables de secteur, afin de restituer à l'hospitalisation une fonction noble de soins
et non plus d'assistance, d'orienter les patients chroniques qui embolisaient les services en maison de retraite ou vers les colonies agricoles. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait 120 000 lits. Hein. En 65, il y avait, autour du secteur, j'ai relu dans le livre blanc, c'était 110 000, 120 000 lits. La psychose ne s'efface pas par décret, même si on tente de la dissoudre aujourd'hui, grâce à des catalogues de troubles, un catalogue de troubles qui gomme la référence à la maladie mentale ou au vocable de handicapé psychique, ou dans l'usage d'un éparpillement de structures plus ou moins spécialisées, médico-sociales ou sociales. Il y a effectivement une défausse sur le médico-social et sur le social. Ce qui est en jeu, c'est une politique, une stratégie d'évitement mue par une idéologie hygiéniste, libérale, inclusive, qui dilue la prise en charge des affections mentales. Cette option où le désaliénisme rejoint la gestion comptable des soins consiste à déplacer la folie, objet des psychiatres et des équipes, vers les autres, des institutions moins spécialisées, le SOSUS. Sont amenés à relayer cette carence de soins les familles, les proches aidants, les EHPAD et les intervenants du champ social, associations type SAMSA, éducateurs de rue. Des psychotiques séjournent en prison, moins dispendieuses que l'hôpital, où ils peuvent, grâce aux services médico-pénitentiaires, bénéficier de soins spécialisés. Quel est le positionnement des équipes de psychiatrie intra- ou extra-hospitalière vis-à-vis de ces transferts? Le suivi dans la durée de patients perçus comme difficile parce que refusant toute alliance thérapeutique, le traitement, le suivi à la sortie, régulièrement réhospitalisés et conservant une réticence aux soins, entraîne une usure des équipes de secteur, un découragement, un sentiment d'impuissance. En accord avec la famille, le mandataire judiciaire, du fait du heurt récurrent au domicile, cela conduit à l'envoi dans un EHPAD. Ce projet apparaît comme une bonne solution, quel que soit le prix à payer pour le résident. Dans d'autres cas, les liens forts noués entre l'équipe et le patient font que l'envoi, surtout s'il est décidé par d'autres, par pression administrative ou médicale, pour libérer des places, suscite de l'ambivalence et de résistance. L'équipe peut adopter une position de refus pour de bonnes ou mauvaises raisons, lorsqu'il s'agit de fermer un pavillon dit de chronique. La chronicité n'épargne pas les équipes qui redoutent, par routine, d'être affectées dans des unités d'admission qui demandent une plus grande implication et une plus grande insécurité. L'exigence d'une mobilité des personnels est souvent mal vécue. Enfin, citons des cas plus rares, celles de patients sans domicile, dont en moyenne, je l'ai rappelé, un tiers sont psychotiques. Ce rappel est théorique car leur longévité moyenne est inférieure à 50 ans. Certains psychotiques âgés détenus pour de longues peines sont orientés sur dérogation médicale ou alors libération sur des EHPAD. Les intervenants psychologues et infirmiers des SMPR constatent ce vieillissement de la population. Dans l'hôpital de jour, et puis dans la rue, c'est une association, à Paris, Mourir dans la rue, effectivement, qui témoigne d'un chiffre inférieur à 50 ans. Le projet, donc, quelles sont les conditions à ces transferts? Le projet suppose que le patient acquiesce, sinon il y adhère complètement. Vous savez que la réglementation en matière juridique accompagnant les admissions en EHPAD justifie le consentement sous forme écrite recueilli dans le premier mois, mais toutes les nuances s'observent entre un consentement libre et éclairé ou imposé par les circonstances à pas le choix. Une période d'essai de 1 à 3 mois peut être fixée pour contrôler l'adéquation du résident à sa nouvelle structure et s'assurer de la réalité du suivi sectoriel, mais c'est loin d'être toujours le cas. Je ne vais pas aborder avec vous aujourd'hui le cadre juridique complexe de ces patients résidant en EHPAD et le manque de contrôle du juge de la liberté et des détentions et du contrôleur général des lieux privatifs de liberté, mais on peut amener ça effectivement dans la discussion. C'est un gros problème. Une autre condition est que le patient soit stabilisé sur le plan psychiatrique, formule qui ne garantit pas son maintien
stabilisés dans un milieu moins contenant, moins tolérant à la folie, même si le vieillissement en atténue l'expression, ni que le résident soit suffisamment autonome ou adaptable à cette nouvelle structure. Cette affirmation doit être nuancée par un facteur d'imprévisibilité. Tel patient, partie prenante du projet au profil favorable, ne supporte pas l'univers angoissant de l'EHPAD et exige son retour dans l'institution d'origine. Tel autre, plus ambivalent, après une période de tension témoignant de remaniement psychique à opérer, investit cette nouvelle structure. J'évoque là, j'ai évoqué un peu sur le plan clinique l'admission d'un sujet psychotique en EHPAD et vécu traumatique dans l'information psychiatrique, ce sera, vous aurez les références. Enjeux, risques et bénéfices. Le passage du domicile privé ou familial, d'une structure foyer ou appartement associatif ou thérapeutique, ou d'un hôpital vers un EHPAD, constitue un changement radical du milieu de vie. Cette continuité peut s'avérer critique, traumatique. Le patient devient un résident, il est surtout confronté à des personnes beaucoup plus âgées de lui, il y a quasiment une génération d'écart. L'ambiance soignante n'est pas la même, le cadre moins contenant. Les équipes surtout n'ont ni la formation théorique, clinique, ni l'expérience de l'accompagnement de patients psychotiques si différents, ni même le désir d'assurer ces prises en charge, parfois décidées rapidement et sans concertation avec eux. Cette entrée signe une rupture souvent difficile avec le milieu antérieur, d'où la perte des repères déstabilisante et le risque de décompensation accompagnant le changement d'appartenance à un groupe. Leur inséparabilité de la structure d'origine, leur incapacité à assumer la confrontation avec la vieillesse, la mort, le réel de la mort, les amène à intégrer rapidement leur famille ou leur institution d'origine. Pour d'autres, ce qu'ils vivent comme un exil provoque un effondrement dépressif, des angoisses de mort, la réactivation d'un délire ou de l'agressivité, situations qui sont traitées avec ou sans hospitalisation avec les équipes de secteur. D'autres patients transfèrent leur dépendance dans ce nouveau lieu et se font oublier. Il s'agit d'un changement dans la continuité. D'autres troquent leur appartenance à la psy pour celle de vieux, s'en trouvent bien et gagnent en autonomie au point de, quelquefois, de refuser leur traitement psychiatrique. Je dis maintenant, je suis vieux, je ne fais plus mon traitement, c'est fini la psychiatrie. Ils ont troqué leur identité de malade psy pour celle de résident. Cette mutation est favorisée par le regard différent d'une équipe bienveillante à l'écoute, par des entretiens d'accueil qui sont obligatoires par la psychologue de la structure, qui reprend avec le résident les éléments de son histoire personnelle, ses soins, prolongés par des rencontres régulières, parfois articulées avec le suivi de secteur. Et des fois, dans des unités où ils sont regroupés, il n'y a plus d'intervention de psychologues, qui sont un peu oubliés. Quelquefois, il y a des activités ouvertes sur l'extérieur et la reprise de visites de familles, de proches, dans un lieu moins marqué, non marqué par la psychiatrie. C'est-à-dire que les familles renouent parce que maintenant, ce sont des résidents. Des réponses à ces transferts, elles ne sont ni univoques ni faciles à anticiper. 4 éléments la conditionnent. Les capacités d'une équipe à accueillir de tels patients, ce qui interroge son désir soignant, sa formation à de telles prises en charge, son expérience de terrain. Comment mieux se positionner vis-à-vis de ces résidents hors normes? Quelle stratégie de soins adopter? La présence dans ces structures d'infirmiers venus de la psychiatrie contribue, ou de psychologues qui ont elles-mêmes fait de la psychiatrie, parce qu'il y a beaucoup de neuropsychologues maintenant dans les EHPAD, contribue à améliorer la tolérance et la cohérence des réponses. Lutter contre les représentations négatives de la maladie mentale qui n'épargnent pas ces structures et facilitent des attitudes contre-transférentielles de la part d'équipes non sensibilisées aux faits psychiatriques. Un travail institutionnel sous forme de réunion d'équipe, d'une analyse des pratiques, une supervision au sein de la structure ou avec un intervenant extérieur sont une réponse au manque de savoir-faire ou de savoir-être vis-à-vis de ces patients déroutants qui inquiètent et font peur. Les potentialités du patient à s'adapter à cette expérience de vie dans un lieu étranger à tout point de vue,
à s'intégrer à un groupe très différent par l'âge et la pathologie, à vivre en marge du groupe ou à intégrer les nouvelles règles institutionnelles. Le dernier élément qui facilite les chances de réussite du projet est la préservation des liens avec l'équipe psychiatrique qui a accompagné le patient durant des années. Le suivi peut être assuré par les infirmiers de secteur, par une équipe mobile du sujet âgé ou dédiée aux EHPAD, qui intervient plus régulièrement avec des rapports plus privilégiés et personnalisés. Le maintien de la fréquentation d'un centre ou d'un hôpital de jour est également une chose bénéfique, ainsi que toute formule d'activité physique, artistique, culturelle qui s'inscrit en position tierce entre les résidents et l'équipe d'EHPAD qui l'accompagne. Ce suivi, dans certains cas, peut être délégué pour des raisons d'éloignement géographique à une autre équipe de secteur à qui l'on passe le relais. Moi, dans l'Aisne, il y a beaucoup de maisons de retraite et il y avait pas mal de patients qui venaient de Sainte-Anne, qui venaient de Villévra ou d'autres structures. Et là, effectivement, même si l'équipe accompagnait la première fois le patient, elle ne pouvait pas assurer le suivi. Et quelquefois, ils n'assuraient pas l'hospitalisation. Enfin, c'est un sujet délicat. Dans les premiers temps, si le patient était réhospitalisé, où est-ce qu'on le réhospitalise? Villévra ou Sainte-Anne, ou bien dans les structures où siège la maison de retraite. Au sein des EHPAD, les patients psychiatriques se sentent isolés, ne s'intègrent pas au groupe des sujets très âgés ou déments, qu'ils dénigrent et réciproquement ne participent guère aux activités qui ne sont pas adaptées à leur situation, à leur potentialité. Ils se rapprochent volontiers, échangent quelques commentaires. Des activités conformes à leur potentialité, réalisées en interne ou à l'extérieur de l'établissement, contribuent à rompre avec la routine, la pragmatisme et instaurer une nouvelle temporalité et créativité. Je pourrais évoquer un certain nombre d'EHPAD qui ont vraiment réussi un peu à s'ouvrir sur l'extérieur et favoriser un peu le lien avec le social et des activités ouvertes. Le regroupement des résidents psychotiques au sein du PHV est un début de réponse institutionnelle à cette problématique. Il permet de réunir les patients en fonction de leur pathologie et de leur âge et de rassurer des soins spécifiques dans une plus grande convivialité. Des activités adaptées dans un environnement d'une équipe volontaire et d'une garantie de moyens renforcés, vacation psychiatre, augmentation du temps de psychologue, renforcement des temps infirmiers et d'aide médico-psychologique. Le risque est toujours présent de recréer des conditions de vie asilaires avec ghettoisation et routine, d'où le maintien d'exigences sur les conditions d'accompagnement et de leur contrôle. Ces structures sont très sollicitées, ce qui leur permet de sélectionner les entrées, au risque du paradoxe que les patients les plus difficiles ou les moins autonomes soient orientés vers des EHPAD ayant moins de moyens. Je terminerai, si j'ai encore 5 minutes, par un retour à une clinique plus du cas par cas, conformément au cycle de conférence de la clinique à la pratique, en abordant ce qui fait difficulté pour les équipes de médecine ou d'EHPAD non rompues à la pratique auprès de ces patients. Il ne s'agit pas de délivrer ici quelques recettes ou protocoles, ni de mettre en forme un vade-mecum, mais de réfléchir à la fonction du soignant. Il n'y a pas un discours, une attitude spécifique qui différencierait de ceux adressés à de jeunes patients, si ce n'est de tenir compte des difficultés d'expression et de la possible régression psychomotrice. La verbalisation chez le psychotique âgé peut être la traduction d'un trouble du cours de la pensée, figé, parasité, de la construction délirante, mais aussi un effet des médicaments à l'origine de troubles de l'élocution. On rencontre souvent ça chez les patients qui ont eu des neuroleptiques au long cours avant qu'il y ait les antipsychotiques. Ces différents éléments concourent à ce que les échanges verbaux soient difficiles, prennent du temps, nécessitent une attention soutenue. Ce que dit le patient est souvent marqué à cet âge par un désintérêt qui tient à une certaine surdité de l'entourage, à une usure, mais aussi à l'idée commune que ces vieux psychotiques perdent la tête, le sens des choses, le souvenir des mots. Ce regard dépréciatif qui contraste avec l'intérêt porté aux psychoses émergentes amène à les taxer d'incohérents et à les assimiler à des sujets déments. Et souvent, c'est ça qui se passe.
Ce contexte favorisait une clinique comportementale où ce qui est pris en compte, c'est avant tout ce que le patient agit au quotidien, plus que ce qu'il dit ou ce qu'il vit. Quelle que soit l'apparence pseudo-déficitaire, il importe de faire le pari de leur capacité de compréhension, d'une certaine préservation des fonctions intellectuelles et de leurs affects. S'occuper de ces patients mobilise bienveillance, tolérance et écoute, soit dans l'idéal d'abord d'être volontaire dans les unités de psychogériatrie, dans les UPHV, mais comment s'en assurer dans d'autres lieux. Quant au positionnement, que signifie la bonne distance? La proximité du contact, comme avec les patients âgés ou présentant une maladie d'Alzheimer, peut être considérée par eux, les psychotiques, comme intrusive, menaçante. La distance comme hautaine et rejetante. L'écoute doit être prudente, ennemie du trop ou du trop peu. L'idée courante que parler fait du bien ne s'applique pas ici. Le psychotique, en s'exprimant, peut littéralement donner de lui, sentir dépossédé, vidé et s'angoisser. D'où le principe de ne pas forcer la réticence du patient à dire, ou en dire trop, à prendre le temps de la rencontre. Avoir le souci de l'autre, marquer un intérêt, mais sans empressement, mu par l'appréhension, n'équivaut pas à la compassion ni à situer comme le soignant secourable. L'empathie, la compréhension immédiate de l'autre, l'Einfühlung, ne perd pas, faute de pouvoir partager leurs affects ou de s'identifier à eux. De même, le soignant ne doit pas attendre de gratification immédiate, ce qui le conduit à ajuster son engagement personnel, son idéal soignant qui est mis en cause et sa place au sein de l'équipe. Sigmund Freud, dans son texte écrit en 1895, l'esquisse psychologique, fait référence au Nebenmensch, littéralement l'homme d'à côté ou l'être humain proche. Ce terme est souvent transcrit pour sa proximité avec le mot détresse, Hilflosigkeit, par homme secourable, qui est un forçage de traduction. C'est cette référence, se tenir là, d'une présence à l'autre, qui importe pour le soignant et n'équivaut pas à être seul ou le seul, position d'exception qui pourrait entraîner le patient à une interrogation, que me veut-il? Cette attitude de trop s'occuper de l'autre est génératrice d'un sentiment de persécution et d'érotomanie. Cette posture d'exclusivité est contre-productive et favorise les clivages au sein d'une équipe. Le regard du soignant est triple. Il interprète la sémiologie à partir d'une lecture psychopathologique. C'est pour ça que c'est important de connaître la clinique et pas interpréter les propos du patient. Dans le même temps, saisir la singularité de la rencontre et percevoir aussi l'intensité de la souffrance. Il n'est pas anodin d'apprendre d'un résident, bon, c'est un cas que j'ai rencontré, assez régressé, dont le comportement est négligé dans l'opposition, dans une espèce de négativisme, qu'il a une parfaite connaissance de l'ensemble des volcans de la planète, de leur implication, leur implantation précise et des différents types éruptifs. Ce trait rejoint la remarque d'Émile Kraepelin qu'ils sont, parlait des démons précoces, capables de nous surprendre par une narration cohérente, une remarque sidérante de justesse et de logique, et même de réaliser des performances intellectuelles de haut niveau et de nous montrer à quel point ils dominent certaines questions d'histoire et de géographie. Cette pertinence peut se muer en impertinence avec conduite transgressive par non-respect symbolique des places et fonctions, conduisant à des attitudes de provocation. L'usage de la familiarité déconcerte les soignants, les met en défaut, suscite en retour du dépit, de l'agressivité. Les psychotiques sont volontiers ironiques, sarcastiques ou blessants. Un résident peut contester la prise de son médicament, arguant de son bon droit et de la lecture de la charte des résidents, met en garde d'une aide-soignante nouvellement affectée en lui affirmant « je suis schizophrène » ou négliger les remarques de la SH quant à la tenue de sa chambre en lui disant « c'est son travail, c'est votre travail ». Ces patients ont un sens aiguisé de la perception des autres et une connaissance fine des institutions. Leur pente interprétative, la distorsion de la réalité, la projection de leur
ressenti d'hostilité ou de destructivité sur les autres relativise la justesse de leur analyse et peut-être mettre à mal l'institution. Ce qui est difficile à saisir pour les équipes non formées à l'accompagnement de ces patients, c'est la variabilité d'un patient à l'autre et dans le temps, leur imprévisibilité. C'est la loi du tout ou rien. Tel psychotique s'efface, accepte les examens, son transfert dans une autre unité ou un EHPAD, compliant, c'est-à-dire complètement soumis. Tel autre est rebelle, réagit avec brusquerie à une remarque en apparence sans portée, refuse tout, y compris son traitement et les explorations ou soins médicaux nécessaires. Le malentendu, l'incompréhension interpelle les équipes, les déstabilise. J'ai isolé 5 situations difficiles que je ne développerai pas. Le patient délirant halluciné, l'agressivité, les conduites d'opposition au quotidien, le négativisme, s'opposer à tous et à tout, l'apragmatisme, que faire avec un patient pragmatique, les problèmes de sexualité, qui sont souvent ces patients de 60 ans qu'on rencontre, et puis l'incurie. En conclusion, force est de constater que les psychotiques âgés constituent une population inhomogène, lourdement discriminée par une pathologie assimilée à la démence, un défaut de ressources, des représentations négatives. Ils sont l'objet d'un régime d'exception et d'une hiérarchie sociale. Cette situation s'inscrit dans le droit fil d'un invariant, la violence faite de toujours aux malades mentaux. Modifier cette perspective relève d'un enjeu pluridisciplinaire, anthropologique, psychiatrique, éthique et d'une responsabilité et d'un engagement politique. Merci de votre attention. Les mouettes réagissent.